Alors dans le dossier 1, il y a quelques mots importants qu'il faut retenir dans l'énoncé. Donc d'abord, c'est une femme de 54 ans qui est ménopausée. On vous donne différentes informations gynécologiques sur la patiente, qu'elle a eu ses règles à 12 ans, qu'elle a eu une fille assez tardivement à 18 ans. Il y a un antécédent familial de cancer du sein, mais c'était à un âge tardif chez la maman qui a 75 ans. Et je vous rappelle que le cancer du sein, c'est le cancer de la femme le plus fréquent et que, en gros, ça va toucher une femme sur 10 pendant sa vie. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante. Vous voyez qu'il y a un poids et une taille, donc il faut absolument calculer le BMI chez cette patiente. Il faudra absolument en parler pendant le dossier. Le tabac, il faut absolument noter qu'elle fume, donc il faudra essayer de la faire arrêter à un moment donné. Et puis tous les médicaments, en général, quand ils vous sont donnés dans un énoncé, il faut toujours se poser la question de l'arrêter ou de le continuer. Ça peut être très important dans une partie du dossier, on verra ça dans la suite. Alors, question 1. C'est une question qui est quasiment tombée telle quelle à l'internat en 2004. Il faut absolument savoir y répondre et pas perdre de temps sur ce genre de questions qui est du par cœur. Globalement, à 54 ans en France, une femme doit avoir eu un dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, il y a deux modalités. C'est quelque chose de consensuel chez les gynécologues. Alors, il faut savoir que ce n'est pas pris en charge de façon collective au niveau des pouvoirs publics, mais que c'est un dépistage qui est proposé aux patientes, qui est à la charge du patient, c'est-à-dire que c'est la sécurité sociale qui paye. Donc globalement, il faut faire un frottis 1 an après les premiers rapports sexuels, 1 an ensuite après, et puis ensuite tous les 2 à 3 ans, sans vraiment de date limite, parce qu'il y a en gros deux pics d'incidence du cancer du col. C'est soit la femme jeune, soit la femme un peu plus âgée. Souvent, c'est au moment des changements de partenaire, au moment des divorces, que ça survient. Mais il y a aussi des cancers du col chez la femme beaucoup plus âgée, avec des portages un peu chroniques des infections par papillomavirus. Le deuxième type de cancer pour lequel elle aurait dû avoir un dépistage, c'est le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est d'abord l'apprentissage de l'autopalpation. Ça peut être fait à n'importe quel âge, mais à partir de 50 ans, il faut absolument qu'elle commence à avoir une mammographie tous les 2 ans, double incidence, avec une double lecture par 2 radiologues. La classification ACR est systématique sur cette double lecture. C'est un dépistage qui est organisé par les pouvoirs publics, donc qui est gratuit, qui est en général, les patientes reçoivent des convocations chez elles par l'intermédiaire de la sécurité sociale. Et puis, je vous rappelle qu'un dépistage, c'est uniquement si on est au stade de présomption de la maladie, c'est-à-dire chez des patientes qui sont complètement asymptomatiques. Si vous avez un signe clinique, il ne faut pas hésiter à compléter les examens par autre chose, une échographie, ou pour y voir plus clair si la mammographie vous semble insuffisante. Le dernier cancer qui s'applique à l'homme et la femme, c'est le cancer colorectal, qui depuis maintenant quelques années est proposé aux patients, donc, qui était organisé dans certains départements, pas dans tous, mais qui commence à être proposé un peu de façon systématique. C'est le test Hémoculte 2. Alors une chose très importante, parce que très souvent en consultation, on voit des gens qui sont adressés avec un test Hémoculte positif, dans le cadre, en gros, d'un bilan d'anémie. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Vous n'avez pas à faire un test hémoculte à un patient qui a une anémie ferriprive. Le patient qui a une anémie ferriprive, il doit avoir la consultation de gynéco et la consultation de gastro avec coloscopie et endoscopie digestive haute systématiquement. On ne fait pas un test hémoculte à un patient qui a déjà des signes éventuellement de saignement. C'est complètement, ça n'a aucun intérêt, ça fait au contraire perdre du temps aux patients. Et je vous rappelle que dans le cancer, le temps c'est important et que par exemple une femme qui a un cancer du sein, il faut que au moment du diagnostic, entre le diagnostic ou l'évocation du diagnostic à la mammographie et l'opération, il faut idéalement qu'elle soit opérée dans le mois. Et qu'on sait que si on dépasse ce délai, il y a une perte de chance pour les patients. Donc c'est vraiment très important qu'à partir du moment où vous ayez un doute sur un cancer, il ne faut pas perdre de temps, donc demandez les bons examens. Donc pour le test hémoculte, c'est comme le sein, 50 ans, tous les 2 ans, et c'est jusqu'à 74 ans. Et alors, les familles à risque pour les cancers sont à part. Il faut commencer les mammographies plus jeunes chez les femmes qui ont des antécédents familiaux importants ou un terrain génétique. Et c'est pareil pour les coloscopies systématiques chez les patients avec des maladies génétiques du côlon ou des adénomes au premier degré. Alors, question 2.
Madame X demande, enfin en gros, on cherche à expliquer à Madame X la différence entre le dépistage organisé et individuel. Donc globalement, il y a une chose très importante quand on vous pose ce genre de questions, il faut essayer de caser dans le dossier les ressemblances entre les dépistages, parce que souvent ça va être coté, même si c'est pas comme ça que la question a été posée initialement. Donc globalement, un dépistage, c'est au stade de présomption de la maladie. Il faut qu'il y ait un examen qui soit acceptable par les patients, qui soit peu coûteux pour la société, sensible, qui en gros va pas provoquer de surtraitement des patients et qui va surtout avoir démontré un intérêt en termes de morbimortalité, c'est-à-dire diminuer la morbidité qui est liée à une maladie ou la mortalité. Ça n'a pas d'intérêt sinon. Alors, c'est démontré pour les 3 cancers de la question 1, donc le col. Depuis peu, en fait, il y a une étude indienne randomisée récente qui a montré enfin qu'il y avait un intérêt à faire le frottis, même si c'était fait de façon systématique depuis les années 50-60 en France. Et puis, les 2 autres cancers, le sein et le côlon, c'est bien démontré, avec une diminution de la morbimortalité qui est liée au cancer de façon importante. Alors, en gros, pour les principales différences, c'est que le dépistage organisé, c'est un dépistage qui est organisé par les pouvoirs publics et qui s'adresse à une population cible qui est bien définie. En particulier pour le cancer du sein, ça va être les femmes de la population générale au-delà de 50 ans, entre 50 et 74 ans. Donc c'est pris en charge complètement gratuit, pas par la sécurité sociale, mais carrément par l'État. Donc c'est gratuit pour les patients, ça c'est un mot-clé, c'est très important. Le deuxième point, c'est le dépistage individuel. Donc le dépistage individuel, c'est à la discrétion du médecin, ça sera à la charge du patient, c'est-à-dire que ça sera remboursé par la sécurité sociale, par exemple, à la hauteur des examens qui auront été demandés, et c'est en fonction de facteurs de risque individuels ou familiaux qui éventuellement peuvent se retrouver chez ces patients. Alors un détail sur le dépistage. Une chose importante, c'est qu'en France, les gens n'adhèrent pas très bien au dépistage, donc il faut vraiment les pousser à ça. Par exemple, pour le cancer du sein, globalement, il y a à peu près que 50% des patientes qui participent au dépistage, et pour l'hémoculte, c'est pareil. Le dépistage n'a d'intérêt que s'il y a une grande partie de la population qui participe. Il faut qu'il y ait un certain seuil pour que les gens, pour qu'il y ait vraiment un intérêt à ce dépistage pour diminuer la morbimortalité. Alors cette patiente, quand on lit le dossier, elle va avoir une mammographie de toute façon. Le tout, c'est de savoir si on lui propose la mammographie directement en lui faisant une prescription médicale ou en la réadressant sur un centre de dépistage. Globalement, cette femme, même si on regarde bien le dossier, qu'on se dit elle fume, elle a eu des règles précoces, une ménopause tardive, qu'elle a eu une fille tardivement, qu'elle n'a pas allaité, tout ça, c'est des facteurs de risque qui sont faibles. Entre guillemets, les facteurs de risque qui sont vraiment les plus importants, qui méritent de faire un dépistage un peu systématique, c'est vraiment les antécédents de cancer du sein au premier degré ou de l'ovaire à un âge précoce, on va dire en dessous de 40 ans. Les autres facteurs de risque qui sont décrits dans les bouquins de gynécologie, c'est des facteurs de risque qui, certes cumulés, font qu'il y a un risque plus important, mais c'est des risques relatifs qui est relativement faible par rapport aux maladies génétiques. Donc globalement, ce type de patiente, c'est le type de patiente qu'on peut rencontrer en consultation. C'est une patiente française typique, donc c'est une patiente qui doit participer au dépistage, mais pas au dépistage individuel. De plus, le cancer du sein chez la maman à 75 ans, ce n'est pas vraiment un facteur de risque individuel de cancer, puisque c'est le cancer le plus fréquent en France et que ça va toucher une femme sur 10. Donc la réponse était non, et c'est ça qui est coté, même si à la fin vous lui proposez d'avoir une mammographie. Alors ensuite la question 3, c'est qu'est-ce que vous lui proposez à la fin de votre consultation. Première chose, la patiente elle vient parce qu'elle est très anxieuse, donc ce qu'il faut vraiment lui proposer, c'est de la rassurer. Il faut vraiment lui dire que voilà, il y a des risques, mais qu'il y a un dépistage et qu'on va lui apprendre l'autopalpation. Ensuite, il faut déjà lui proposer absolument d'arrêter le tabac. Alors ça doit être systématique dans les dossiers. Il faut vraiment que vous soyez systématique avec ce genre de choses. Il faut que vous les sortiez même limite à toutes les questions, mais c'est des points qu'on ne peut pas perdre. Donc l'arrêt du tabac, après information sur les risques de la poursuite et les bénéfices à arrêter, éventuellement proposer un traitement nicotinique substitutif et une constatation de tabacologie, faire le test de Fagerström.
Ensuite, c'est une femme qui est en surpoids. Donc il faut lui proposer des règles hygiéno-diététiques, lui expliquer voilà, toutes les choses classiques au niveau de l'alimentation, et puis surtout essayer de promouvoir l'activité sportive. Une étude récente vient enfin de montrer de façon significative qu'il y a un intérêt surtout à manger beaucoup de légumes chez les femmes. C'est un bénéfice qui est très faible, qui est de l'ordre de 1% en termes de prévention du cancer, mais c'est un bénéfice qui existe réellement. C'est une étude toute récente de 2010 qui vient de sortir. Ça a l'air d'être le cas aussi pour les fruits, en mangeant vraiment des volumes importants. Mais c'est surtout chez les femmes qu'on retrouve ce bénéfice et pas chez l'homme. Voilà. Donc, pour ce qui est de la prise en charge de cette patiente, il y a une autre chose une question qu'il faut se poser, c'est l'arrêt du THS. Le traitement hormonal substitutif, donc je vous rappelle, il y a deux doses. C'est un peu comme la pilule. La pilule, il y a soit la normodosée, soit la microdosée. Le THS, c'est exactement la même chose. Soit vous avez la dose d'œstrogène pleine, qui est la dose qu'il faut pour traiter l'ostéoporose, qui est maintenant de moins en moins indiquée puisqu'on a les biphosphonates d'utilisation large. Mais la dose la plus faible, c'est-à-dire la moitié de dose d'œstrogène, c'est la dose qui peut être intéressante pour prévenir les effets secondaires de la ménopause, en particulier le syndrome climatérique, qui peut être indiqué chez ces patientes-là. Alors, ce traitement hormonal substitutif, il faut quand même prévenir les patientes que ça peut rajouter un surrisque en termes d'événements thromboemboliques et cardiaques. Chez une femme qui fume, chez une femme qui a des antécédents d'hypercholestérolémie et d'hypertension artérielle, il faut quand même la prévenir et lui dire que de poursuivre le traitement trop longtemps, ce n'est pas une bonne idée. Après, c'est quelque chose dont il faut parler avec la patiente et elle a parfaitement le droit de vouloir continuer son THS si elle a un syndrome climatérique invalidant ou d'autres signes d'hypoœstrogénie qui la gênent dans sa vie personnelle, en particulier sexuelle. Donc la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que le THS, à partir de 2 ans d'exposition, ça provoque un surrisque de cancer du sein. Les 2 premières années, ça n'est pas démontré. Il y a même éventuellement un effet protecteur pendant les 2 premières années. C'est une grosse étude, une méta-analyse qui est parue dans le New England l'année dernière qui montre tout ça. On ne sait pas exactement pourquoi, mais probablement les 2 premières années, ça protège contre le cancer du sein. Et puis ensuite, ça majore le risque. Il y aurait aussi un effet bénéfique sur la prévention du cancer du côlon, mais ça reste encore à valider, même s'il y a certaines études qui le suggèrent. Alors cette femme, ça fait déjà 3 ans qu'elle est exposée au THS, vous devez absolument essayer de lui expliquer qu'il peut y avoir un intérêt surtout à arrêter le traitement et qu'ensuite il y a un surrisque de cancer et un surrisque d'événements thromboemboliques à cause de ce traitement. Donc il faut essayer de l'encourager à arrêter. Et puis à la fin de cette consultation, il faut l'adresser vers les centres de dépistage, donc pour la mammographie et le test Hémoculte 2, éventuellement lui faire une ordonnance pour ces dépistages, et puis lui proposer aussi le frottis cervico-vaginal si elle n'a pas vu son gynéco depuis de nombreuses années, ou depuis longtemps. Alors ensuite, question 4, la patiente elle revient un peu plus tard avec une mammographie qui est très suspecte. On vous demande quels sont les éléments qui manquent à l'observation. Donc première chose, quand vous voyez ce genre de questions et que vous avez une imagerie, il faut absolument interpréter l'imagerie. Si vous avez une mammographie, il va falloir donner une interprétation de la mammographie, puisqu'ici, il n'y en a pas. Alors, pour être plus systématique, quand on vous demande des éléments qui manquent, il faut essayer, surtout sur un examen clinique, d'être systématique et de raisonner de façon logique et dans l'ordre. Première chose, vous allez vous intéresser à l'état général de la patiente. Ce n'est pas la même chose d'avoir une patiente qui est asthénique avec une perte de poids de 10 kg d'emblée à la consultation qu'une femme qui est en parfaite santé, qui travaille et qui a découvert une masse mammaire suspecte. Donc la première chose, il y a le poids qu'il faut absolument évaluer et la cinétique de perte de poids. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le performance status qu'il faut absolument connaître, qui est vraiment une des choses fondamentales en cancérologie, qu'on appelle aussi le statut OMS, et qui va de 0 à 5. Globalement, 0, c'est le patient qui travaille, qui n'a pas de problème dans sa vie quotidienne. OMS 1, c'est le patient qui va passer moins de 25% du temps au lit ou assis, qui commence à être gêné pour travailler, mais qui peut vaquer à ses occupations quotidiennes, par exemple faire ses courses, faire son ménage, etc.
OMS2, c'est le patient qui va passer entre 25 et 50% du temps au fauteuil, au lit, mais qui peut encore faire certaines activités de la vie quotidienne, mais qui commence à avoir besoin d'aide pour faire ses courses, pour se déplacer éventuellement, qui a besoin un peu d'aide éventuellement pour la toilette. OMS3, c'est plus de 50% du temps au lit. Et là, clairement, il y a besoin d'aide pour les activités vraiment, on va dire, quotidiennes, la toilette, faire les repas, etc. Donc, alors, ça, à noter, c'est que ça ne contient pas la période diurne. Hein. C'est vraiment la période nocturne, c'est la période diurne, c'est-à-dire vraiment pendant la journée. Là, à partir de ce moment-là, ça, c'est un peu le tournant de la maladie, où c'est qu'il y a quelque chose d'intercurrent qui s'est passé. Mais les patients qui sont plus de OMS3, c'est des patients qu'on va plus pouvoir traiter de façon spécifique facilement. Ça veut dire qu'ils sont trop fatigués pour avoir des traitements, que ce soit la chirurgie, que ce soit la chimio, que ce soit la radiothérapie. Soit il faut essayer d'améliorer l'état général et de revenir au-dessus, soit il faut essayer, malheureusement, de dire que les traitements spécifiques, ça devient trop lourd et qu'il faut arrêter les traitements. OMS4, c'est le patient qui est grabataire. Donc c'est un patient souvent qui est en phase terminale. Et OMS5, c'est mort. Ça, c'est très très important de savoir ça, puisque la cancérologie, c'est très clinique. Quand vous voyez votre patient, vous devez savoir exactement où il se trouve dans cette classification et se dire, mon patient, il est capable d'avoir un traitement ou pas. Des fois, c'est très difficile à évaluer. Il faut attendre plusieurs jours d'hospitalisation et se dire, là, je le sens à peu près comme ça, sachant qu'il faut quand même tenir compte des comorbidités, un patient qui a du mal à se déplacer, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il y a un autre score qui est utilisé aussi parfois en neurologie, c'est le Karnofsky, qui va de 0 à 100. 100, c'est normal, 0, c'est mort. Et en gros, la barre, elle est à 60-70 de Karnofsky, ici, pour les traitements. C'est à peu près ça qu'il faut savoir. C'est surtout utilisé pour les tumeurs cérébrales. Alors, donc l'état général de la patiente, première chose. Deuxième chose, il y a l'évaluation locale du sein. Il va falloir palper le sein et voir quelle taille fait la lésion, comment ça s'organise au niveau du sein, et quels sont les rapports avec les tissus adjacents. En particulier, il va falloir regarder la peau. Ça, c'est la première chose. Est-ce que la peau, il y a un aspect rétracté? Est-ce que la peau est inflammatoire? Est-ce qu'il y a un écoulement sérosanglant au niveau de la peau avec une ulcération au niveau du mamelon? Est-ce qu'à la pression, il y a quelque chose qui s'écoule? Ça, c'est des facteurs de mauvais pronostic. Et puis ensuite, il va falloir faire l'évaluation loco-régionale. Première chose, quand vous palpez une tumeur du sein, il faut absolument vérifier que la tumeur n'adhère pas au plan profond, en particulier la paroi thoracique. Ça, c'est déjà de très mauvais pronostics. Ça veut dire que le cancer a la capacité d'aller dans des tissus adjacents et qu'il a un potentiel invasif très important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut faire ce qu'on appelle la manœuvre de Tillot. Donc la manœuvre de Tillot, c'est faire contracter le grand pectoral à la patiente. Et il faut voir si le cancer est fixé au muscle, c'est-à-dire qu'il se déplace avec la manœuvre. Donc c'est le cancer qui monte comme ça avec la contraction. Ça c'est pareil, ça va nécessiter ensuite des gestes chirurgicaux plus particuliers si on a besoin de faire une mastectomie. Et c'est de plus mauvais pronostics. Ensuite, il faut vérifier sur le plan loco-régional les adénopathies, en particulier axillaires. Je vous rappelle que le TNM du sein, c'est d'abord un TNM qui est clinique, avec une palpation axillaire qui est vraiment fondamentale et qui va permettre de dire s'il y a des grosses adénopathies fixées, s'il y en a plusieurs qui sont suspectes dans cette évaluation clinique. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même bien palper tout ce qui est creux axillaire, le creux axillaire et puis tout ce qui est susclaviculaire. Déjà quand ça commence à s'étendre en susclave, c'est pas bon. Pareil quand ça envahit au niveau cervical. Alors une chose qui est importante aussi, c'est d'évaluer le sein contralatéral. Je vous rappelle qu'il y a quand même 10% des cancers du sein qui sont bilatéraux d'emblée. Si les événements oncogéniques ont eu lieu d'un côté, ils peuvent parfaitement avoir eu lieu de l'autre côté. Donc c'est très important d'examiner les patientes, d'éliminer un cancer du sein contralatéral. Ensuite, il y a l'évaluation générale. Donc ça va être faire en gros toutes les aires ganglionnaires de la patiente. Il va falloir vérifier qu'il n'y a pas une hépatomégalie nodulaire, une splénomégalie.
et puis qu'il n'y a pas des douleurs osseuses. Ça, c'est très important. Alors, les douleurs osseuses dans le cancer, c'est souvent des douleurs qui sont mixtes. C'est pas du tout d'horaire inflammatoire ou d'horaire mécanique. Enfin, il faut absolument faire un examen neurologique pour les patientes dès le stade initial pour vérifier qu'il n'y a pas une localisation encéphalique. Ensuite, au niveau du compte-rendu radiologique, il faut absolument que vous donniez la classification au niveau de cette lésion. Donc là, quand on regarde la mammographie, c'est une lésion ACR5 typique car elle est une opacité spiculée avec un centre dense, des microcalcifications en amas avec un trajet galoptophorique et une désorganisation architecturale du tissu mammaire adjacent. Enfin, à la fin de votre consultation, vous devez tout consigner dans le dossier médical de façon écrite avec un schéma daté signé. Ça, c'est valable pour toute la cancérologie. Alors, on vous dit après que cette patiente, elle a un examen clinique qui, en dehors de ce que vous avez constaté, est tout à fait normal. Donc, on vous demande quels sont les examens complémentaires que vous demandez. Alors, globalement, un cancer du sein de cette taille, c'est très suspect de malignité et d'extension à distance. Donc là, vous ne pouvez pas vous permettre de juste faire la mammographie, la radio de thorax et l'échographie hépatique. Alors, donc, à l'issue de cet examen clinique, la patiente ne présente absolument aucune anomalie clinique surajoutée à cette palpation mammaire. Ensuite, la question qu'on vous pose, c'est celle des examens complémentaires, à savoir qu'est-ce qu'il faut prescrire à cette patiente. La tumeur est quand même de relative grande taille, 3 cm à la palpation, c'est déjà quelque chose d'assez important, donc c'est très suspect de malignité et surtout d'extension à distance. Donc pour une lésion de ce type, vous ne pouvez pas vous permettre de juste faire une radio de thorax et une échographie hépatique, il faut absolument que vous ayez un bilan d'extension qui est beaucoup plus important que ça. Première chose, avant ce bilan d'extension, il va falloir quand même documenter que c'est bien un cancer. On ne va pas traiter un patient sans avoir une preuve anapathe. Donc première chose, c'est qu'il va falloir programmer une biopsie pour cette patiente. Alors il y a une chose quand même qu'il faut noter, c'est que une lésion qui est très suspecte de malignité, qui est ACR5, normalement c'est pathognomonique d'un cancer, et dans ce cas, vous pouvez quasiment proposer à la patiente une chirurgie d'emblée. Tout dépend de la taille et de la stratégie que vous allez adopter. Un cancer de grande taille, c'est bon de faire une biopsie parce que derrière, vous allez pouvoir adapter votre traitement éventuellement pour proposer un traitement conservateur du sein. Et que ça nécessite quand même une documentation anapathe avant de pouvoir proposer ce genre de traitement. On en parlera dans la question suivante. Donc ici, il faut faire une biopsie. Des microbiopsies, ça suffira parce que la lésion est de grande taille. Et ensuite, il faut envoyer la pièce opératoire, le biopsie, en anapathe. Pour les lésions qui sont de plus petite taille, ACR4, il faut éventuellement soit faire des microbiopsies si on peut bien les palper. Sinon, le mammotome, c'est-à-dire les macrobiopsies, c'est vraiment pour les lésions qui ne sont pas palpables avec juste des microcalcifications, pour avoir une preuve anapathe quand on a du mal à palper ou on risque d'avoir peu de matériel tumoral. C'est très important. Une fois que vous avez cette documentation anapathe, et même avant cela, vous pouvez commencer à proposer un bilan déjà sanguin, un peu d'orientation. Donc, premièrement, pour le bilan d'extension et des complications, vous allez faire le bilan préopératoire, un peu le bilan général de la patiente, une numération, les plaquettes, les RAI, le groupe Rhésus, le ionogramme, l'urée, la créate, le bilan hépatique complet. Et puis surtout, une chose très importante en cancérologie, puisque c'est un des premiers syndromes paranéoplasiques, c'est quand même la calcémie, soit parce qu'il y a une sécrétion de PTHRP, qui est rare, soit parce qu'il y a une lyse osseuse, et ça c'est vraiment très très important de faire la calcémie, la phosphorémie et l'albumine qui va avec. L'albumine pour calculer la calcémie corrigée, mais aussi pour évaluer l'état nutritionnel de la patiente et un peu l'altération de l'état général. Ensuite, une fois que vous avez fait ce bilan biologique, en particulier une fois que vous avez la créatinine, vous allez proposer à cette patiente un bilan d'imagerie. Alors, il y a 2 examens fondamentaux chez cette patiente. Alors,
Premier examen, ça va être le scanner thoraco-abdominopelvien avec injection de produit de contraste. Si vous oubliez de marquer injection de produit de contraste au jour du concours pour un dossier de cancérologie, c'est 0. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas injecter un scanner en cancérologie. C'est l'injection qui va vous permettre de voir s'il y a une hypervascularisation et qui permet de signer la malignité, par exemple des ganglions. Sinon, vous n'allez pas pouvoir interpréter votre scanner. Donc, je vous rappelle aussi que derrière, il faut avoir vérifié la créatinine et arrêter la metformine et éventuellement avoir proposé une hyperhydratation au patient. Ça, c'est la première chose. Donc, scanner thoraco-abdominopelvien injecté en 2010. On ne vous en voudra pas d'avoir prescrit ça. Il vaut mieux faire ce bilan d'imagerie complet dès qu'il y a le moindre doute sur une extension métastatique et même dès que c'est une grande taille, globalement, plutôt que de juste faire une radio de thorax et une échographie hépatique qui, globalement, est insuffisant. La deuxième chose, ça va être de proposer une IRM mammaire à cette patiente. Alors l'IRM mammaire, globalement ici, elle va être indiquée pour une raison simple, c'est que ça va vous permettre d'avoir vraiment une analyse du sein, du même sein et aussi du sein contralatéral pour vérifier que ce n'est pas multifocal ou qu'il n'y a pas une extension contralatérale. Pourquoi? Parce que comme c'est une tumeur de grande taille, vous allez probablement proposer à cette patiente un traitement néoadjuvant, c'est-à-dire un traitement avant la chirurgie, avant le traitement curatif. Et il faut absolument éliminer une autre localisation parce que ça change complètement le traitement. En 2010, globalement, l'IRM mammaire, ça va surtout avoir cette indication-là. On ne sait pas encore exactement quelle est sa place dans la prise en charge des patientes. Il y a beaucoup d'équipes qui le demandent de façon systématique. Pour l'instant, je pense que l'indication réelle, c'est le traitement néoadjuvant ou alors chez des femmes qui ont des seins très denses pour évaluer s'il n'y a pas d'autres localisations. Donc méfiez-vous quand même, l'IRM mammaire, ce qui est bien démontré, c'est que ça surévalue les lésions et ça surévalue le nombre de tumeurs contralatérales et ça peut éventuellement conduire à une mastectomie alors qu'il n'y avait pas forcément d'indication à le faire. Voilà, un petit peu pour l'indication de l'IRM mammaire. Alors on me pose une question à propos de l'échographie. L'échographie, c'est un examen qui est surtout intéressant pour les lésions nodulaires du sein sur des seins très denses chez des femmes jeunes. L'intérêt, donc, pour voir s'il y a un critère de malignité, ça va être de faire le Doppler donc de ces lésions et de voir s'il y a une hypervascularisation. C'est surtout ça qui va conduire un petit peu à faire une biopsie ou pas quand on a une lésion nodulaire du sein à l'échographie. Alors, une fois que vous avez fait ce bilan d'extension scanner thoraco-abdominopelvien, donc n'oubliez pas quand même que faut que vous fassiez des marqueurs tumoraux, en particulier pour le sein, l'ACE et le CA15-3 à visée de suivi ultérieur. Ça n'a aucune valeur diagnostique, les marqueurs tumoraux, c'est pas du tout spécifique. Le CA15-3, ça peut monter dans n'importe quel cancer, même si c'est plus spécifique du sein que d'autres tumeurs. Et l'ACE, ça monte dans tous les cancers de type épithélial, donc mais c'est au moins le faire une fois. Si on voit que c'est négatif au début, ça ne nous aidera pas pour le suivi. Si on voit que c'est très positif, ça nous permettra d'avoir un suivi un peu plus rapproché des patientes et d'avoir éventuellement des arguments pour une progression si ça monte. Ensuite, il faut toujours se poser la question de savoir si on fait un bilan de médecine nucléaire. S'il y a des douleurs osseuses, là clairement, il faut absolument faire une scintigraphie osseuse, mais c'est vraiment que 6 points d'appel. Pareil, le PET scan ici n'a pas d'intérêt. Le PET scan, il a d'intérêt que si ça modifie la prise en charge des patients, et en particulier, c'est quand vous avez une prise en charge chirurgicale, par exemple avec un cancer du poumon qui a un stade avancé, par exemple, ou alors une prise en charge de métastasectomie, où vous avez besoin de vérifier que le patient n'a pas des métastases à distance. Faut vraiment, pour le PET scan, c'est vraiment très important de se demander si le patient il va avoir une modification de la prise en charge avec cet examen qui est coûteux et qui, pour l'instant, n'est utilisé de façon systématique que dans les lymphomes ou en préopératoire de tumeurs pulmonaires, par exemple, ou de cancer du côlon, par exemple, quand on veut faire des métastasectomies. Globalement, pour le bilan, il y a d'autres choses qu'il faut proposer aux patients. C'est éventuellement un peu le bilan du terrain, mais ça, on en parlera dans le dossier 2. Alors, pour l'instant, je pense que pour l'IRM mammaire, il n'y a vraiment pas d'autre indication.
C'est très controversé en ce moment, donc méfiez-vous. Vous pouvez parfaitement le proposer, mais pour l'instant, en 2010, il vaut mieux se restreindre à cette indication de on va faire un traitement néoadjuvant. On va voir ça dans la question suivante. Alors la question 6. Question 6, c'est une question thérapeutique. Je pense qu'à l'internat, c'est difficile de poser une question vraiment très thérapeutique de cancérologie, parce que c'est des décisions qui sont prises en RCP par une équipe pluridisciplinaire, donc je ne pense pas qu'on pourrait vous poser une question telle quelle à l'internat. Il faut quand même se méfier parce qu'il y a des cancers dont le traitement est au programme. Donc il faut quand même avoir un peu une idée de ce qui se fait, en particulier pour le sein, la prostate, le côlon, le poumon, les cancers ORL. C'est très important. Alors ici, globalement, c'est une tumeur de grande taille, donc vous allez proposer un traitement néoadjuvant à cette patiente. Un traitement néoadjuvant, ça peut être une chimiothérapie ou une radiothérapie. L'objectif ici, ça va être de diminuer la taille tumorale. Dans le sein, c'est toujours une chimiothérapie néoadjuvante. On propose en général des anthracyclines ou des taxanes. Le nombre de cycles reste à déterminer en fonction de la réponse tumorale. Et puis, on refait une imagerie à la fin de plusieurs cycles de chimiothérapie et on détermine ce qu'on peut faire sur le plan chirurgical. Ensuite, le deuxième temps, c'est un temps entre guillemets chirurgical, avec une chirurgie carcinologique, où on va soit faire une tumorectomie si on a bien diminué la taille tumorale, avec un curage, puisque ici vous avez fait en gros une chimiothérapie néoadjuvante, donc les ganglions sont potentiellement négativés, donc le ganglion sentinelle n'a pas d'intérêt ici. Là, et ensuite, il faut que vous passiez en zone saine, c'est-à-dire à plus de 1 cm de la tumeur. Ou alors, si vous avez une mauvaise réponse à la chimiothérapie, parfois ça existe malheureusement, il faut proposer absolument une mastectomie. Ensuite, à l'issue de la chirurgie, vous allez avoir d'autres données anapathes et vous allez pouvoir déterminer s'il faut faire un traitement adjuvant ou pas, c'est-à-dire dans une stratégie curative. Ça, c'est un mot-clé qu'il faut absolument mettre dans les dossiers. C'est même le premier mot-clé qui doit apparaître, c'est stratégie curative. Il faut absolument que vous déterminiez s'il y a un risque ou pas de micrométastase à distance et s'il faut compléter le traitement par une chimiothérapie. Là, clairement, la tumeur est de grande taille. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser la patiente avec une tumeur comme ça en place sans faire de chimiothérapie à l'issue de la chirurgie. Les autres critères ici qui nécessitent de faire une chimiothérapie adjuvante, ça va être le haut grade à la classification SBR et surtout le statut HER2 positif, qui est aussi un facteur de mauvais pronostic. Alors globalement, le traitement adjuvant du cancer du sein, c'est ce qu'on appelle une chimiothérapie séquentielle, c'est 3 ou 4 cycles d'AC, donc c'est des anthracyclines avec de l'endoxan, puis 3 ou 4 cycles de taxotere. Les équipes ne font pas toutes la même chose. Donc, je pense que ça, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des chimiothérapies à base d'anthracycline et de taxane qui sont intéressantes dans le cancer du sein adjuvant. Ensuite, la patiente, on vous dit dans l'énoncé qu'elle est récepteur hormonopositif. Donc là, il va y avoir une indication, un traitement hormonal pendant une durée de 5 ans. Chez la femme ménopausée, c'est un anti-aromatase pendant 5 ans. Chez la femme jeune, maintenant, on sait que c'est tamoxifène 2 ans, puis anti-aromatase pendant 3 ans. Et puis, cette patiente, elle a une hyperexpression du gène HER2. HER2, c'est un récepteur membranaire qui fait partie du récepteur de la famille de l'EGF récepteur, qui est un récepteur qui n'a pas de ligand, et quand il se s'homodimérise de façon constitutionnelle dans le cancer du sein, c'est à peu près 30% des cas, il va activer en permanence ce cycle cellulaire et va conférer des propriétés de prolifération et d'invasion beaucoup plus importantes au cancer. Donc, quand on a une surexpression de HER2, donc il y a 2 cas, c'est soit HER2 3 croix sur l'immunohistochimie, soit HER2 2 croix, et avoir fait un test d'hybridation in situ pour vérifier que le gène est amplifié au niveau de l'ADN directement. C'est ça que ça veut dire le fiche positif. Si le fiche est positif ou qu'il y a 3 croix, dans ce cas, vous pouvez proposer un traitement par un anticorps monoclonal qui s'appelle Herceptine et qui a révolutionné la cancérologie et qui est vraiment une des premières thérapies ciblées. Donc c'est très important de savoir que ce traitement existe. Alors, globalement, l'Herceptine, il faut le commencer au moment où il y a le taxotere parce qu'il a aussi une toxicité cardiaque et les anthracyclines en ont une, donc il ne faut pas les associer en même temps.
Et puis à l'issue de ces différents traitements, ou parfois avant la chimiothérapie adjuvante, on propose aux patientes une radiothérapie de la paroi thoracique avec un boost sur le lit tumoral. Et on irradie en plus les ganglions axillaires que si ceux-ci sont restés en place. S'il y a eu un curage, on ne le propose pas parce que ça veut dire qu'il va y avoir un risque de lymphodème qui va être surajouté. Alors retenez une chose pour le cancer du sein, globalement, c'est que la patiente, elle a un fort risque métastatique en général avec un cancer du sein. Il faut vraiment qu'elle ait l'intégralité des traitements. Donc pensez en curatif au traitement néoadjuvant pour le traitement conservateur. Il faut absolument que vous proposiez une chirurgie à cette patiente. Le traitement adjuvant avec une chimiothérapie, c'est quasiment systématique dès que c'est une tumeur de grande taille avec des critères de mauvais pronostic. Chez une femme jeune aussi. Et puis le traitement hormonal et l'herceptine, il faut vraiment y penser systématiquement. Alors ensuite, on vous pose une question sur la consultation d'annonce. La consultation d'annonce, c'est quelque chose qui doit être vraiment systématique dans votre tête. C'est le plan Cancer 2 de cette année, et c'est quelque chose qui existe en France depuis plusieurs années maintenant. Alors, c'est déjà médico-légal. Première chose, c'est que la consultation d'annonce est faite par un médecin spécialiste, un senior, qui a l'habitude de ce genre d'annonce, dans un endroit calme, et avec une consultation dédiée pour ça. En général, il faut compter au minimum une demi-heure à 1 heure pour que ça soit fait dans de bonnes conditions. Alors, première chose, c'est qu'il faut dire au patient quelle est la stratégie qui va être adoptée. On va dire si c'est curatif ou palliatif, on ne va pas utiliser ces mots-là. On va utiliser le mot curatif pour dire on va essayer de vous guérir. Si on sait qu'on va avoir du mal à obtenir une guérison, il faut plutôt employer le terme de rémission et éventuellement dire qu'il va y avoir un suivi très prolongé, qu'on va être plus dans le cadre d'une maladie chronique. Alors, ce qui est très important, c'est d'arriver avec une stratégie thérapeutique. Donc, il faut que ce soit fait après la RCP. Il faut que vous proposiez aux patientes donc, une information, une annonce, seulement si vous avez un projet thérapeutique. Et donc, vous devez annoncer la séquence des différents traitements et les effets secondaires qui vont avoir lieu à cause de ces traitements. La stratégie thérapeutique, ça peut être aussi l'abstention. Parfois, ça arrive quand les patients sont trop fatigués, quand on ne fait absolument rien. Et puis après, c'est une discussion qui s'opère avec le patient. Première chose, c'est qu'il faut respecter un petit peu les modes de réaction du patient, donc les défenses psychologiques du patient. Si le patient s'effondre en consultation, il faut attendre un petit peu, il faut réexpliquer les choses, il faut éventuellement répondre aux questions des proches, et puis éventuellement reprogrammer une deuxième consultation si vraiment c'est trop difficile. Et il faut essayer de dialoguer avec le patient du rapport bénéfice-risque avec des niveaux des différents traitements et de ce que lui est capable d'accepter. Ensuite, le patient, vous devez lui proposer des soins de support. Les soins de support, c'est le traitement de la douleur, ça va être le soutien psychologique, ça va être éventuellement une évaluation sociale, ce qui est très important, en particulier chez les patients qui travaillent, parce qu'avec une maladie comme ça, ils vont avoir des baisses de salaire, et donc il va falloir éventuellement leur proposer une prise en charge sociale. Et puis, ces patients doivent avoir une consultation d'annonce qu'on appelle infirmière, c'est-à-dire on va leur expliquer les différents temps de traitement, donc c'est tout ce qui est vraiment paramédical, les injections, la chambre implantable, etc. Tous les effets secondaires qui sont expliqués aux patients par une infirmière. Et puis, le dernier point qui est fondamental, c'est d'articuler ça avec la médecine de ville, donc prendre contact avec le médecin traitant, parce que souvent les patients sont en ambulatoire. Il faut absolument que les médecins généralistes soient au courant que leurs malades ils ont un cancer et qu'ils sont en cours de chimiothérapie. Donc il y a vraiment un temps important où il faut essayer d'organiser les choses avec le médecin traitant. La question 8, c'est une question plus sur les effets secondaires des traitements. Globalement, les chimiothérapies, ça a toujours les mêmes effets secondaires. Donc première chose, toujours vous dites risque d'allergie. Il faut dire qu'il y a un risque de stérilité et donc éventuellement pour les sujets jeunes en âge de procréer, proposer soit le sécos pour les garçons, soit en gros une conservation de gamètes pour les femmes. Ça existe avec des prélèvements de gamètes, d'ovocytes. Il y a des centres spécialisés qui le font. Donc ça, c'est les premiers effets secondaires. Ensuite, il y a toute la toxicité digestive. La chimiothérapie cytotoxique, ça va avoir un effet délétère sur l'ensemble des muqueuses, donc ça va avoir un effet en particulier de type de mucite, diarrhée, aphte, qui peuvent être plus ou moins importants et gêner l'alimentation, et aussi la diarrhée.
Ensuite, les chimiothérapies vont avoir un effet hématologique, donc il faut absolument prévenir les patients qu'il y a un risque d'infection dans un cadre de neutropénie. Il peut y avoir un risque de saignement avec une thrombopénie, l'anémie, donc ça va surtout fatiguer les patients. Donc ça, il faut vraiment les prévenir. Ensuite, il y a des spécificités un petit peu par chimiothérapie. Donc là, les anthracyclines, il faut savoir que ça a une toxicité cardiaque. Il faut faire absolument une échographie cardiaque et puis un suivi un peu régulier de la fonction cardiaque. Avec les taxanes, ça va avoir une toxicité neurologique à type de neuropathie. Il va y avoir aussi une toxicité éventuellement au niveau cutané avec des syndromes main-pied et une toxicité des fanères avec éventuellement un risque d'onycholyse qui est important. Donc bien mettre du vernis spécial sur les ongles et des gants réfrigérés pendant les cures avec le casque réfrigérant. Alors les anthracyclines et les taxanes, ça donne des alopécies. Donc ça c'est très important de prévenir les patients qui vont perdre leurs cheveux. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les chimiothérapies. La plupart d'entre elles, vous pouvez le marquer dans tous les dossiers, vont faire perdre les cheveux à plus ou moins grande importance. Là, pour les cancers du sein, les patientes elles perdent toujours systématiquement les cheveux, mais ça repousse. Le seul cas où ça ne repousse pas, c'est quand il y a de la radiothérapie encéphalique, ou dans certains cas, malheureusement, après certaines chimiothérapies, mais c'est vraiment une partie infime des patientes. Ensuite, au niveau des effets secondaires des autres traitements, ce qu'il faut savoir avec l'herceptine, le traitement THER2, c'est aussi une cardiotoxicité. Donc, il ne faut pas associer l'herceptine avec les anthracyclines en même temps. Ensuite, ça peut donner de la fièvre et des frissons. Donc ça, c'est tous les anticorps monoclonaux qui font ça. Enfin, les anti-aromatases, alors là, c'est vraiment à savoir par cœur parce que les traitements hormonaux, globalement, c'est déjà tombé à l'internat. Il faut vraiment connaître les effets secondaires parce que c'est des questions classiques de l'internat. Donc ça augmente le risque thromboembolique pour certains traitements hormonaux. Ça va avoir un effet délétère sur l'ostéopénie, en particulier par hypoœstrogénie, donc ça va augmenter le risque d'hypercholestérolémie et de fracture pour les anti-aromatases. Il y a aussi des douleurs articulaires intenses qui sont un peu évocatrices comme de spondylarthropathie. Donc on ne sait pas exactement bien le mécanisme, mais c'est des douleurs qui peuvent être importantes et qui peuvent conduire à l'arrêt du traitement. Pour le tamoxifène, il faut aussi absolument que vous fassiez régulièrement un examen gynéco pour vérifier qu'il n'y a pas des métroragies, parce qu'il y a un risque surajouté de cancer de l'endomètre. Au niveau de la surveillance, globalement, il faut qu'avant chaque chimiothérapie, vous fassiez une numération, vérifier un peu la fonction rénale. Au cours du traitement par herceptine, il faut faire une scintigraphie cardiaque avec mesure de la FEVG ou une échographie cardiaque tous les 3 mois. Donc il faut connaître un peu les durées des traitements. Donc le traitement hormonal, c'est 5 ans. Le traitement par herceptine, ça va être 3 ans. Donc c'est tout pour le dossier 3. Alors j'ai une question à propos du THS chez les patientes qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein. Alors globalement, la plupart des gynécologues prescrivent une mammographie systématique avant de commencer un THS, qui me semble être une stratégie prudente, et éventuellement une mammographie annuelle chez ces patientes. Je pense que c'est une stratégie pas vraiment validée par une étude, mais en tout cas, c'est consensuel et ça me semble une bonne façon de procéder, de faire une mammographie avant un THS, et puis 1 an, tous les ans à peu près, pour les patientes qui sont à risque éventuellement quand il y a des antécédents familiaux.